Bonjour à tous, merci d'être venus ici pour cette présentation des résultats semestriels. Donc on va faire cette présentation à trois voix. Je vais commencer la carte d'identité d'Infotel. Ensuite, je passerai la parole à Eric Fabretti, qui nous parlera de l'activité et des faits marquants. Ensuite, Bernard prendra la parole sur les résultats financiers. En quatrième épisode, c'est Eric qui reprendra la parole pour nous parler de l'avancement de notre plan stratégique 2026. Et enfin, Bernard reprendra la parole pour nous parler de la vie boursière et répondre à vos questions. Donc on a une séance de questions prévue à la fin. Donc commençons par le profil d'Infotel que vous connaissez pour certains. Donc qu'est-ce que c'est qu'Infotel? C'est une société de services et un éditeur de logiciels que nous avons créé. Bernard était à l'origine de la création il y a un peu plus de 42 ans, ça ne nous rajeunit pas. Et depuis, on a fait 42 exercices rentables, puisqu'on a toujours fait des exercices bénéficiaires. Et cette année 2021, on a fait un chiffre d'affaires de 263,4 millions d'euros. On va parler des résultats semestriels tout à l'heure. Donc Infotel, c'est à la fois une société de services et un éditeur de logiciels. Société de services, on travaille avec plus de 250 clients, mais surtout des très gros comptes. On en parlera tout à l'heure. Eric vous présentera nos plus grosses références. Et c'est surtout des clients stables, puisque la première année, on a travaillé avec 3 des clients qui sont encore dans le top 10 de nos clients. Donc on a été coté en bourse le 21 janvier 1999 au Nouveau Marché, quand il existait, donc ça fait plus de 20 ans. On a multiplié notre capitalisation par 10 depuis, et aujourd'hui on emploie 3000 personnes, partie salariés, partie sous-traitants, on le détaillera aussi. On travaille sur à la fois des sites en France, mais aussi à l'étranger, puisque même si on a commencé à Paris, on s'est entendu après à Toulouse, on est vite allé aux États-Unis, où on est toujours avec notre agence de Tampa pour l'aspect logiciel. Et aujourd'hui, non seulement on travaille avec Monaco, avec le Royaume-Uni, mais on verra aussi qu'il y a des extensions, en particulier en Orient. Et on a fait un certain nombre d'acquisitions. Alors souvent, les investisseurs nous reprochent de ne pas faire suffisamment d'acquisitions, mais on est très vigilant à la fois sur nos ressources et les ressources de nos investisseurs. On ne veut pas acheter n'importe quoi et surtout à n'importe quel prix. Donc, on examine beaucoup de sociétés. On était encore en réunion de direction hier où on avait 3-4 sociétés à examiner, mais on reste très prudent. Donc, voilà pour la carte d'identité. Nos caractéristiques, on est un acteur de référence de la transformation digitale des grands comptes. En fait, on fait à peu près toujours le même métier, mais la terminologie change. Quand on a commencé, on était database, data communication. On s'occupait de bases de données et de mise à disposition de ces données par l'intermédiaire de terminaux. Aujourd'hui, le terminal, c'est le smartphone et on développe pour tous les clients des applications pour smartphone. Et de l'autre côté, il y a des sites centraux qui évoluent de mainframe vers cloud, et on a des activités sur le sujet. Et on essaye de le faire avec toutes nos caractéristiques, l'excellence, excellente technique, excellente fonctionnelle. On ne veut pas être prétentieux, mais on a toujours essayé d'être meilleur que les autres. C'est un peu notre fond de commerce, d'anticiper les enjeux clients
couvrir l'ensemble de la chaîne allant du terminal jusqu'aux bases de données, être proche de nos clients en s'implantant régionalement. Dans nos régions, par exemple, on travaille avec le Crédit Mutuel Arkea, on est à Brest, on a plus de 100 personnes à Brest, on est à Toulouse pour Airbus, donc, et on est à Lille pour toute la partie commerce. On essaie d'adapter les solutions et surtout avoir des prestations à engagement de résultats, et c'est ce qui nous distingue de beaucoup de sociétés de services. On ne fait pas de la régie au kilomètre comme certains, on s'engage, on a 2/3 de notre activité qui est en engagement de résultats, et c'est ce qui fait la différence par rapport à d'autres sociétés. Donc on a un modèle résilient et créateur de valeur, donc une croissance et une rentabilité, la complémentarité entre les services et les logiciels. De tout temps, depuis la création de la société, on a fait du service et des logiciels. La proportion a varié, mais a varié en 2 mots. Et on essaye d'augmenter cette part de logiciels. Aujourd'hui, on ne fait plus les cathédrales qu'on faisait au début de l'informatique, mais on fait du développement agile, par petits pas successifs, et ce qui fait qu'il faut être très proche de nos clients, à distance ou sur place. On a une gestion flexible des ressources qui fait qu'on a un très très faible taux d'intercontrat et un excellent taux d'utilisation grâce à notre gestion et de nos salariés et des sous-traitants. On a, je l'ai dit, un partenariat long terme avec nos clients, et puis on reste sur cette proximité qui est de nos caractéristiques. Alors, je ne vais pas aller plus loin, Eric reprendra, mais ce qu'on a voulu montrer sur cette figure, c'est 3 choses. D'une part, la croissance, avec un petit creux en 2020, mais vous en connaissez les raisons, avec en rouge la marge annuelle, et en vert la marge semestrielle. Donc vous voyez, si je vais complètement à droite, qu'on a fait 149,3 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre, avec une rentabilité de 9,5%. Donc ça laisse supposer que la rentabilité sur l'année devrait être bonne. Donc voilà pour la première partie. Je vais maintenant laisser la parole à Eric Fabretti, qui va nous parler de l'activité et des faits marquants. Bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas bien, moi effectivement je suis Eric Fabretti. Donc j'ai commencé ma carrière dans l'IT. J'ai commencé chez Sopra pendant 3 ans. Ensuite j'ai été indépendant 2 ans. J'ai créé ma structure. J'ai gardé 10 ans et j'ai rejoint Infotel en 96. Dans ce grand projet que vous avez suivi depuis quelques années et qui aujourd'hui nous amène à une entreprise de 3000 personnes. Voilà, donc moi, mon rôle aujourd'hui, je suis directeur général du groupe et j'ai à charge le commerce et les opérations. Donc j'insiste sur commerce et opérations parce que chez nous c'est très lié, on n'a pas une structure qui fait du commerce et une structure qui fait les opérations. Ceux qui vendent font. En tout cas, ceux qui vendent ont la responsabilité de faire. Voilà pour cette petite intro. Donc ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu ce qui s'est passé au premier semestre. Ce qui s'est passé au premier semestre ne sont pas des événements one-shot, ce sont des événements qui s'inscrivent dans la continuité des années passées et plus précisément du second semestre de l'année dernière, puisque nos affaires sont des affaires qui s'inscrivent dans le temps. On a une politique très moyen terme, long terme, et sont des choses qui entraînent en permanence du récurrent. Donc sur ce slide, on a voulu vous montrer que la croissance de ce S1 de 15% s'inscrit dans une croissance plus globale de 22% par rapport à l'avant-Covid. Donc aujourd'hui, pour le groupe, le Covid est loin. J'espère qu'au niveau sanitaire, ce sera le cas également. Et on est très heureux de reprendre en fait notre route normale que l'on avait. Il faut être raisonnable.
légèrement érodé en 2020. Hein, on voit dans les chiffres, on a un petit creux, mais le creux, il est vraiment quand même léger. Et on était moins serein au mois de mars 2020 avec Bernard et Michel. Aujourd'hui, on peut dire qu'on s'est bien sorti de cette crise et on est fort heureux. Notre répartition de chiffre d'affaires reste à peu près la même. On a une grosse contribution des services. Comme on l'a présenté dans le plan stratégique, on aimerait que ça évolue un petit peu. Alors, malheureusement, ça ne s'inversera jamais, mais on aimerait bien accroître la partie logicielle. Donc, on s'y emploie, sans réduire la partie service, bien entendu. Hein, parce que par le jeu des pourcentages, ça peut aider, mais ce n'est pas ce qu'on va faire. Cette dynamique commerciale, comme vous avez pu le voir dans le communiqué, elle est globalement portée par l'ensemble des secteurs. On n'a pas forcément des secteurs qui se portent mieux que d'autres, avec quand même deux effets très favorables. C'est la reprise du secteur aéronautique, qui était le secteur qui avait le plus souffert pendant la crise, avec Airbus, qui va bien, hein, les commandes affluent, ils ont une très bonne visibilité sur leur carnet. Et puis on a gagné des parts de marché que l'on n'avait pas forcément avant la crise. Ces clients-là récompensant un petit peu leurs fournisseurs qui ont été résilients et qui les ont accompagnés dans les moments compliqués. C'est également le cas d'Air France, où aujourd'hui nous faisons partie des 4 sociétés qu'ils ont retenues en prime. Avant le Covid, ils avaient 16 sociétés en prime, ils ont réduit le spectre. Et aujourd'hui, donc nous ne sommes plus que 4, se répartissant finalement l'activité des 16 avant. Donc ce qui explique cette forte croissance chez Air France. Et puis bon, le monde de la banque, finalement c'est un monde qui ne s'arrête jamais, quoi. Le digital, vous le savez, il est très présent dans la banque évolue, les métiers de la banque évoluent, les banques proposent de plus en plus de services. Ils vendent les services bancaires, bien sûr, ils vendent de l'assurance, ils vendent de la téléphonie. Ça évolue en permanence, les packages évoluent et l'informatique, derrière, elle court toujours un peu finalement derrière ce business et on arrive à des développements presque sans fin. Donc on a bien profité de cette dynamique et on continuera d'en profiter. Voilà, donc globalement, on n'a pas de secteur en berne, tout va bien, on évolue beaucoup plus dans les secteurs où on est beaucoup plus présent. Voilà. Mais également le monde de la prévoyance, de l'assurance, de la retraite nous a également apporté satisfaction. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pendant ce semestre? Alors, bon, il me faudrait la journée pour vous expliquer voilà, tout ce qu'on a signé pendant le semestre et tout ce qu'on fait, parce que des projets, on a une foultitude. On a fait un focus sur les choses les plus parlantes et les plus significatives, peut-être, qui se sont passées dans ce semestre. Bon, là, on vous a mis un petit panel des principaux où ça a vraiment bougé. Bon, vous voyez qu'il y a quand même il y a des belles enseignes. Hein. Voilà, Airbus, BNP, Stellantis, ATR. C'est pas des petites épiceries. On a fait un focus sur 3 belles références. Nous avons gagné un centre de service pour Nissan, la partie UK de Nissan, donc, qui est une filiale IT en Angleterre. Et donc qui traite tout, finalement, le cœur de métier commerce de Nissan. Que traitent ces applications? Elles traitent tout ce qui est vente de véhicules neufs et d'occasion. Donc en fait, toute la partie commande, gestion de la commande avec les flux des commandes. Bon, ce sont des process assez compliqués puisque les constructeurs automobiles aujourd'hui travaillent en flux tendu et les commandes, une commande de véhicule, dans le temps, ça change, quoi, hein. Ça bouge, le client il veut changer, il veut la clim, il veut plus la clim, il la veut rouge, il la veut bleue. Donc tout ce système interactif temps réel est assez complexe et nous avons la chance de l'avoir dans ce package. On a également une autre partie très importante pour les constructeurs liée à la prévente, puisque les constructeurs automobiles aujourd'hui tirent la plus grosse partie de leur marge de la prévente et de la vente de pièces notamment. Donc on a toute la gestion des pièces détachées. Alors ce centre de service, il est organisé sur un modèle qui nous tient à cœur, qui est très efficient, avec un front office en proximité, c'est-à-dire des consultants qui sont proches du client, des maîtrises d'ouvrage du client, et qui les accompagnent dans la conception, dans la rédaction des cahiers des charges, dans l'expression du besoin en fait. Et ensuite, on a des back-office
avec des informaticiens, des ingénieurs qui développent, qui programment. Dans nos métiers, on n'a pas forcément besoin d'avoir des développeurs proches du client, puisqu'on a un front qui va faire des spécifications et un back qui développe. Et ce back, il est aujourd'hui réparti entre le Maroc et l'Inde. On en parlera après, mais on en avait parlé déjà dans notre plan stratégique, puisqu'on a 2 filiales maintenant, une en Inde et une au Maroc, notamment une en Inde qui se développe de manière assez satisfaisante et surprenante. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est plus habitué à avoir cette capacité d'avoir des forces de production là, comme ça, où le recrutement est beaucoup plus facile qu'en Europe. Et donc finalement, on arrive à avoir une croissance intéressante sur ce secteur-là. Et donc ce bac qui fonctionne très très bien aujourd'hui, il est réparti sur ces 2 antennes. Un projet qui va probablement vous parler à l'AMF, le projet ADEL, qui est la refonte de l'application Onde, du site Onde, qui est le site mis à disposition des émetteurs pour toutes les déclarations. Donc on est sur ce sujet en conception, développement, mise en œuvre et maintenance. On est vraiment à l'init du projet, c'est-à-dire qu'on participe à la conception, on va commencer les développements dans les semaines à venir, ensuite on l'intégrera en production, on le maintiendra et on le fera évoluer. C'est-à-dire qu'on est parti sur un projet qui va nous occuper, j'espère, les 10 prochaines années. Donc comme beaucoup de nos contrats, ce sont des contrats triannuels qui se renouvellent si on applique ce qu'a dit Michel précédemment, le sérieux et l'excellence. Voilà. On n'a même pas besoin d'être excellent, il faut être bon, quoi. Voilà, il faut que le client soit content. Le troisième volet, c'est à nouveau un centre de service. Alors, ce qu'on appelle centre de service, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est un centre qui est finalement opaque pour le client. On lui délivre un service. Le client, il ne sait pas forcément qui travaille dedans, combien on a de personnes, où ils sont, est-ce qu'ils sont en télétravail, est-ce qu'ils ne sont pas. Donc, le client achète des livrables, et contrairement à acheter des CV. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais ça permet de gérer nous-mêmes nos ressources, de les faire évoluer, d'assurer notre turnover interne et de créer de la valeur. Donc ce centre de service Onet traite pour Onet Bank du site web, de toute la partie mobile, de l'intégration des nouveaux commerçants, de l'identité numérique, et on a un gros projet dans ce centre de service de mutualisation des SI du groupe. Donc il y a un certain nombre de SI, de systèmes d'information, qui traitent plusieurs sujets, et on est dans le cadre d'une refonte et d'une mutualisation de l'ensemble. Le projet s'appelle XXL. C'est un gros projet, voilà, c'est un gros projet en termes de technique, de fonctionnel et de finances. Parce que ce qui est gros coûte un peu plus cher que ce qui est petit. Voilà, donc là, on est très content d'avoir concrétisé cette affaire sur ce premier semestre, et je pense qu'on en parlera longtemps. Il nous a semblé intéressant de vous présenter notre offre Infoscope Green. On parle beaucoup aujourd'hui de Green IT. Le Green IT, c'est la contribution de l'IT à réduire l'empreinte carbone. Voilà. L'IT, c'est des serveurs, c'est des machines. Les machines, elles chauffent, elles consomment. Donc l'exercice consiste à les faire consommer le moins possible en les faisant produire le plus possible. Nous avons la chance chez Infotel d'avoir cette culture qui est née des personnes qui sont là, hein, puisque très tôt, Bernard et Michel s'étaient intéressés à l'optimisation de la performance sur les ordinateurs. Et il y a très longtemps, on avait créé un produit qui s'appelait Infoscope. Donc Infoscope, en fait, il venait scanner les accès aux bases de données en les optimisant. En fait, il scanne, il dit ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça faut écrire, ça faut faire comme ci, ça faut faire comme ça, et pas comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle on a appelé cette offre outillée Infoscope Green. Alors Infoscope Green, qu'est-ce qu'il fait l'outil? Il vient scanner les sources des programmes, il vient scanner les composants. Et puis, il a en entrée, il a une map en fait, avec des paramètres qui lui donnent la façon de programmer, la bonne façon de faire avec toutes les bonnes pratiques. Et il vient vérifier si toutes les bonnes pratiques sont appliquées. Dès lors qu'une bonne pratique n'est pas appliquée, il émet un warning. Mais c'est tout ce qu'il fait. Voilà.
il émet un warning. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que derrière, ça génère du conseil, parce qu'on se retrouve finalement avec un rapport de non-conformité. Et derrière, eh bien, on met les consultants pour appliquer les bonnes pratiques et accompagner les équipes de développement sur ces sujets. Et deuxième chose, on met des équipes pour le faire. Donc cet Infoscope Green, il a deux finalités. C'est un formidable outil de prospection. Voilà, c'est beaucoup plus confortable quand les commerciaux appellent des prospects ou des nouveaux services chez les clients pour leur dire voilà, j'ai 5 CV dans mon cartable, est-ce que ça t'intéresse? Non, là on arrive avec un vrai sujet d'ingénierie, avec une vraie compétence et qui derrière apporte déjà dans les contraintes qui sont, parce qu'aujourd'hui il y a une législation autour de ça, et donc les clients sont contraints de fournir des rapports d'économie quant à leur consommation avec leurs serveurs. Et c'est une activité aujourd'hui qui, depuis un an, nous a permis de générer un certain nombre de projets. Un positionnement dont on est assez fier parce que finalement très sélectif. On fait partie des deux acteurs, des deux principaux acteurs, on peut dire deux acteurs de la principauté de Monaco au niveau de l'IT. Et on travaille essentiellement sur un projet, si vous regardez dans la presse, il y a un projet qui s'appelle Extended Monaco. C'est la digitalisation de la principauté sur le modèle de Singapour. Voilà, donc quelques exemples. Quand vous allez aux arrêts de bus, vous avez des écrans qui sont interactifs avec votre iPhone. Vous pouvez savoir où est votre bus, quand est-ce qu'il va arriver, est-ce qu'il sera là demain. Une ville complètement futuriste, c'est la cible. Mais également la digitalisation des services du gouvernement. Moi, quand je suis arrivé au gouvernement, il y a 7-8 ans à peu près, j'ai découvert un truc incroyable. Ils faisaient la compta à la main sur un grand livre. Fabuleux quand même. Et donc aujourd'hui, ils arrivent sous l'impulsion d'une équipe qu'ils ont montée avec des anciens de Google, avec des gens qui ont été cherchés aux États-Unis, à avoir une technicité et des ambitions assez fortes. Et bon, ils ont du budget, quoi. Donc ça fonctionne bien. Donc au-delà du fait qu'on fait une belle croissance à Monaco, avec une très très belle rentabilité, avec des REX qui font rêver, et puis pas d'IS, on fait des choses très intéressantes et en termes d'image et de référence, ça nous sert énormément pour nos autres clients. Et puis on a encore de très belles choses à venir. J'espère qu'on pourra vous communiquer des belles choses dans les mois à venir sur Monaco. Voilà. La progression de notre petit chouchou, notre Orlando, qui est vraiment la vitrine de notre technicité et qui aujourd'hui s'adresse aux compagnies aériennes. Sur le semestre, nous avons signé 3 nouvelles références, Canadian North, Republic Airways, on a Azul, je le vois là-bas, et puis Wizz. Voilà, ça fait 4, pardon. Ouais, je ne sais pas pourquoi je n'étais pas sur 3, donc 4. Il y en a d'autres à venir. On était au salon de Miami la semaine dernière. On est revenu avec une vingtaine de prospects, dont 6 qui veulent une démonstration plus approfondie. Donc on l'a affiché, on a de très belles ambitions sur ce logiciel. Et on est très content aujourd'hui de son déploiement. Il faut noter une chose très intéressante, c'est qu'on signe avec nos clients principalement des contrats triannuels. Et donc on commence à avoir nos premiers renouvellements et tous les clients qui sont concernés par le renouvellement ont renouvelé. On se permet de penser que ça leur convient. On ne peut pas parler d'affaires, on ne peut pas parler de business, on ne peut pas parler de projet sans parler des gens. Parce qu'une ESN, finalement, c'est des gens, quoi. Et quand on dit excellence, proximité, savoir-faire, passion, intelligence, c'est les gens. C'est les gens. On peut tourner autour du pot avec des grands systèmes de knowledge management, de tout ce que vous voulez. Mais le savoir-faire, il est chez les gens. Donc les meilleurs sont ceux qui savent attirer les meilleurs et les garder. Moi, ce que j'explique à mes managers depuis très longtemps, c'est si tu as le bon, tu signes. Voilà. C'est-à-dire que les projets, ils arrivent si vous avez les bons finalement. Parce qu'à chaque fois qu'on répond à un appel d'offres et qu'on fait des réponses épaisses comme ça, avec de la technicité, des schémas, des engagements, on en vient toujours au casting. C'est-à-dire en bout de course, le client il nous demande le casting.
Voilà, vous allez faire ça avec qui, comment Et donc, on a forcément une grosse activité RH. Il y a deux choses dans une ESN, le business et les gens. On a renforcé les fonctions RH, avec notamment 23 chargés de recrutement en France. Mais il n'y a pas que 23 chargés de recrutement. On a officialisé une responsable de la formation. On fait beaucoup de formations internes sur ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, donc en fait le savoir-être, parce que c'est très important. On a une grosse activité de formation de nos managers pour pouvoir instaurer un management efficace et efficient. Les résultats commencent à se voir et on est très satisfait de ce qu'on a fait au premier semestre, même si on est bien plus gourmand que ça et qu'on aimerait faire plus. Nous avons recruté 268 collaborateurs sur le S1 et nous rencontrons à peu près entre 300 et 400 candidats par mois. Voilà, on a rencontré 2200 personnes sur un semestre. Ça fait 100 personnes par chargé de recrutement. Donc ils font le premier filtre, ensuite c'est les managers qui les voient en deuxième entretien. Bon, ça fait à peu près une quinzaine de personnes par mois. C'est pas grand-chose finalement. Ça fait un peu moins d'une personne par jour pour chargé de recrutement. Le problème, c'est que pour voir 15 personnes par mois, il faut en contacter 150. Donc vous pouvez remultiplier encore. 150 contacts sur les réseaux sociaux, sur les job boards. C'est un travail colossal. Et donc les 268, c'est quand même sympathique. On a un taux de turnover qui est en baisse. Il est de 13,7 quand le marché est plutôt entre 20 et 30. Donc ça, c'est un bon indicateur de la qualité de notre management. Il y a deux choses, je crois, qu'il faut considérer dans ce taux de turnover très satisfaisant. C'est la nature même de notre activité, avec des centres de services, Michel l'a dit tout à l'heure, pour 2/3 de notre activité, où on manage nous-mêmes nos ressources, ce n'est pas les clients qui managent nos ressources. Et donc, on a la main pour les faire évoluer, les faire progresser, leur donner des fonctions supplémentaires, des responsabilités supplémentaires. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on a un taux d'intercontrat de 0,9, c'est-à-dire quasi nul. Hein. Au moment où je vous parle, il y a 3 personnes en intercontrat sur les 3000. Et ça, c'est aussi l'indicateur qu'on arrive à recruter les bonnes personnes pour les mettre au bon endroit. C'est-à-dire que tout candidat qui rentre chez nous, alors les jeunes sortis d'école, on les intègre, on les forme pendant 2 mois, ensuite on les injecte dans les projets, mais les expérimentés, quand ils arrivent chez nous le lundi, le mardi, ils sont en mission. Donc ça, c'est aussi un signe d'une bonne sélection au niveau du management. Merci, je vais laisser la parole. Bonjour, je suis Bernard Laforêt, président du groupe Infotel, et je vais vous présenter les résultats du premier semestre. Alors, il est toujours bon de faire une comparaison de semestre à semestre, et c'est ce que nous faisons avec le premier semestre 2021, avec une précaution. C'est que lors de ce premier semestre, nous avions un impact significatif des distributions d'actions gratuites, principalement un impact capitalistique, c'est-à-dire que quand vous distribuez des actions gratuites, elles ont beau être gratuites, on vous les met à votre compte d'exploitation comme si vous les aviez achetées en bourse et que vous les ayez gentiment données pour rémunérer vos dirigeants, pas forcément dirigeants d'ailleurs, vos équipes, vos cadres supérieurs. C'est relativement nouveau, ce n'était pas comme ça il y a un certain nombre d'années, mais il faut en tenir compte dans les comptes. Ce qui compte pour nous, en tant que société, c'est qu'est-ce que nous générons comme bénéfice, comme cash, comme ce qui est distribuable, suivant la comptabilité, je dirais, habituelle, non IFRS. C'est pourquoi nous avons fait la comparaison entre le premier semestre 2021
avec des astérisques qui veulent dire comme si on ne tenait pas compte des actions gratuites. Et comme nous n'avons pas fait nous n'avons pas d'impact, en tout cas pendant le premier semestre 2022, eh bien, ça montre des comparaisons plus objectives que de montrer des taux de croissance de nos profits vertigineux qui pourraient vous pousser à les extrapoler. Donc voilà, ça vous donne une image juste. Et comme vous voyez, donc les charges personnelles, avec un petit astérisque en 2021, une croissance quand même nette, 6,2%. Les charges externes, bien sûr, qui ne sont pas concernées, puisque on ne donne pas des actions gratuites à nos sous-traitants. Donc, une très forte progression, ce qui est logique, puisque notre personnel a moins progressé que notre business. Et avec cela, nous aboutissons à un EBITDA de 12,2%. Notre résultat opérationnel courant passe à 14,1 millions contre 11,9 l'année précédente, hors action gratuite, c'est-à-dire qu'il était bien inférieur. Mais c'est quand même une progression colossale de 18,4%. Le résultat financier est à négliger. Bon, les impôts varient suivant un certain nombre de règles sur lesquelles je ne peux pas m'appesantir, ce qui nous donne un résultat net part du groupe très confortable de 6,6% contre 4,9% l'an dernier. Le bilan, je crois qu'il y a des choses importantes à voir au bilan. Nos actifs d'abord. Comme vous voyez, les écarts d'acquisition sont stables, ce qui signifie qu'on n'a pas fait d'acquisition. Et qu'il n'y a pas eu de surprise qui ait changé la valeur de ce que nous avions acheté. Les immobilisations incorporelles sont inchangées et une grande part des immobilisations incorporelles, ce sont bien entendu les logiciels qu'on a développés. Et là aussi, stabilité, nous sommes actuellement à un point où nous n'avons pas besoin d'augmenter. Nous avons des logiciels comme Orlando qui s'amortissent très rapidement. Bon, les immobilisations corporelles, vous savez que c'est dû essentiellement au matériel que nous achetons. Et évidemment, ça a tendance à croître, vu que nous travaillons de plus en plus avec des clients chez nous. Alors, les actifs courants, les clients, c'est logique, ça a augmenté un petit peu. Et la trésorerie qui augmente. Nous avons une trésorerie qui augmente, elle est plus faible que la trésorerie de début d'année, et c'est logique parce que nous avons versé des dividendes. Au passif, nos capitaux propres qui ont bien sûr augmenté. La dette locative, comme vous le savez, c'est une façon des IFRS d'apprécier donc ce que vous devez payer comme loyer dans le cas où vous partiez. Et puis, les dettes fournisseurs qui ont légèrement augmenté, qui ont augmenté un peu dans les mêmes proportions que ce que la sous-traitance a augmenté. Donc, un bilan totalement équilibré, totalement semblable au bilan précédent, quand vous faites abstraction des actions gratuites. Donc, une génération de cash importante. Donc, notre capacité d'autofinancement, naturellement, elle progresse. Les impôts, d'accord. Alors, pourquoi les impôts versés sont différents d'une année sur l'autre? Je ne saurais pas vous répondre. La variation de BFR, là aussi, elle est un peu anecdotique parce que, de toute façon, nous sommes en BFR négatif. Mais ce qu'il faut savoir, qui est important, c'est que quand votre BFR négatif devient moins négatif, ça vous fait une variation de BFR négative. Ce n'est pas conforme aux mathématiques, mais c'est conforme à la comptabilité. C'est-à-dire que ce qu'on met entre parenthèses, c'est ce qui n'est pas bon. Donc nous avons besoin d'un peu plus de fonds de roulement, mais comme notre besoin est négatif, nous n'en avons pas besoin du tout. Alors, flux de trésorerie, donc logiquement il est bien. Paiement de dividendes, nous avons payé quasiment les mêmes dividendes, en fait exactement le même par action.
Et là aussi, comme il y a eu quelques bénéficiaires d'actions gratuites, ça nous a coûté un tout petit peu plus cher. Remboursement de locatif, je passe dessus. Et donc, vous voyez la trésorerie. Donc, d'ouverture 107, de clôture 94, mais il faut s'attendre à ce que la trésorerie d'ouverture l'an prochain soit encore plus forte, puisque la trésorerie d'ouverture l'an dernier était 99 et ça a baissé de 86. Voilà, donc c'est tout sur la capacité financière. Donc je vais repasser le micro, si j'ose dire, puisque je l'ai sur moi, à M. Favretti. Il nous a semblé intéressant de vous faire un petit point sur l'avancement de notre plan stratégique. Donc pour rappel, nous avions 4 axes principaux. Le premier étant de surperformer notre marché de référence. C'est chose faite pour le premier semestre, puisque nous avons un taux de croissance de 15,7 versus 7,4 sont des chiffres qui sont estimés, publiés par Numéum. Sachant que c'est bien de faire 15,7, mais il faut garder la rentabilité. Je crois que c'est chose faite. C'est vraiment notre cible majeure. Une croissance non rentable, c'est de l'effort pour pas grand-chose. Augmenter la contribution de l'activité logicielle, on en a parlé tout à l'heure. On a 24% de croissance sur ce S1, avec une montée en puissance d'Orlando. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On a d'autres ambitions. On y travaille, notamment avec Orlando. On est aujourd'hui dans l'analyse d'un certain nombre de prototypes, de POC que l'on a et voir si demain ça pourra donner naissance à des nouveaux logiciels. C'est toujours des choses un peu compliquées parce que le succès d'un logiciel est difficile à apprécier avant que ça démarre, quoi. Déployer une politique RH dynamique et attractive, on a légèrement parlé dans le slide précédent. Ça se matérialise par un taux de turnover satisfaisant. C'est 13,7, moi personnellement, ça ne me satisfait pas, mais en se comparant aux autres, c'est satisfaisant. 268 personnes en embauche brute. Et puis on a eu une petite récompense là, au classement Glassdoor, qui est assez significatif dans notre secteur. On a été élu 6e meilleure équipe dirigeante là, dans un top 25 où il y a quand même des grosses enseignes, hein. Il y a Accenture, il y a AXA. Bon, voilà, ça nous flatte un peu. Moi, je suis pas. Moi, la meilleure flatterie, c'est la croissance et la rentabilité pour moi. Mais c'est significatif quand même, en fait, d'une image projetée et peut-être d'une meilleure visibilité du marché concernant Infotel. Ça, pour nous, c'est très important parce que les candidats doivent vraiment avoir une image et une bonne visibilité sur notre activité et sur notre savoir-faire. Accélérer le développement à l'international, donc sur 2 niveaux. On l'a vu avec l'Inde et le Maroc. On a aujourd'hui des plateformes offshore qui manquaient à notre catalogue, qui se développent bien et surtout qui se développent avec des prestations de qualité. Ça, c'est important. Moi, je suis agréablement surpris par le taux de turnover quasi nul, on peut le dire, en Inde. Ce n'est pas les informations qu'on avait. Alors pourquoi? C'est probablement lié au fait que nous, contrairement, peut-être malheureusement, hein, à des CAP ou Atos, etc., on n'aura jamais 5000 personnes en Inde, quoi. Donc on a des équipes relativement réduites. On a 60 personnes aujourd'hui. On a cet esprit d'équipe avec beaucoup de contacts avec les Français. On a des managers français qui ont été les voir et qui continueront à aller les voir. Inversement, ils peuvent venir nous voir. Donc aujourd'hui, c'est très satisfaisant puisque le taux de turnover il est quasi nul. Et puis le deuxième point, c'est le développement à l'international de notre business. On pense à l'Espagne et au Benelux. Nous avons des pistes en termes d'acquisition de cibles potentielles. On a 2 façons de se développer à l'étranger. La façon que l'on a eue avec UK. Donc UK, on a eu la chance en fait, de connaître Mundip Nayar, qui est notre manager là-bas,
qu'on a connu sur une mission à l'Office européen de brevet. On a sympathisé, on a découvert qu'on avait la même façon de voir les choses, un peu le même ADN, on vient du terrain. Et puis on a créé là-bas, parce que lui, il connaissait le marché, il connaissait les clients, et finalement on a développé assez vite. Mais on ne trouvera pas un Mundip Nayar dans tous les pays, quoi. Faut pas rêver, là. On reste encore sur le truc, si tu as le bon, tu signes. Et si tu as le bon, ça marche. Bon, si on trouve un autre Mundip Nayar en Espagne, on prendra. Mais néanmoins, il faut être réaliste. Concrètement, ça peut aller beaucoup plus vite avec une acquisition, et c'est des choses qu'on regarde avec Michel. Sans relâche, voilà, sans relâche. Sur ce sujet, on regarde en permanence. Donc on peut dire que sur ce premier semestre, on est en avance, mais bon, la route est encore longue. Hein, c'est une stratégie sur 4 ans, donc il faudra se tenir à cette bonne vitesse, à ce bon rythme qu'on a pu avoir au premier semestre. Nous sommes assez confiants, on est assez serein. On essaye de ne pas écouter. Moi, je ne regarde pas BFM, par exemple. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des fondamentaux, c'est-à-dire que les fondamentaux, c'est que le digital, il nous a tous mangés, il nous a tous grignotés. Il est là, il est présent et il continuera. Et on ne pourra pas s'en défaire, crise ou pas crise. On peut même presque dire, quand le monde est en difficulté, le digital avance. On l'a vu avec le Covid. Le digital est une réponse aujourd'hui. Il y a énormément de budgets qui se sont libérés par rapport aux difficultés qu'ont pu rencontrer nos clients lors du Covid. C'est-à-dire que bon nombre de nos clients, par exemple, s'ils avaient des sites marchands, ils auraient pu vendre par Internet. Aujourd'hui, il y a une nouvelle donne, c'est l'organisation du travail, avec le télétravail notamment, mais aussi l'éclatement des sites, l'éclatement des régions, et les modes de management changent. Les clients doivent se doter d'outils de gestion, d'outils de management, et ça fait partie de notre business. Voilà, donc il y a une réalité, c'est que le marché, il est là, il est présent, et sans être Madame Soleil, pour les 5 années à venir, je crois qu'il y a pas mal de choses à faire. Voilà, j'en ai terminé. Je vais repasser la parole à Bernard. Merci. Je termine avec Infotel en bourse. Donc, vous avez la structure de l'actionnariat avec 61,4% dans le public et le management avec 38,6% à plus de la moitié des droits de vote à cause des actions qui comptent double au bout de 2 ans d'ancienneté. Bon, ce n'est pas une fin en soi, on serait à 40, on serait très heureux. Mais le fait est, c'est que je suis aussi content qu'il y ait une bonne participation du management dans la société. Ça les implique. C'est aussi le résultat des actions gratuites qui ont permis à un certain nombre de responsables d'accéder à l'actionnariat de façon conséquente, et non quelques actions, de façon conséquente, en leur donnant un bon petit capital qu'ils gèrent aussi bien que Éric Fabretti, qui en a été un des premiers bénéficiaires. Le flottant se répartit très heureusement 18% en Amérique du Nord. C'est très significatif et prouve l'excellent travail que fait Michel Kouchouk. Un petit peu au Royaume-Uni, en Irlande et également en Europe continentale jusqu'à 9%. Donc ça veut dire que nous intéressons le monde et que nous avons une visibilité dans le monde entier, ce qui est une excellente chose pour tout le monde. Les caractéristiques boursières du titre sont là pour votre information. Bon, en 12 mois qui ont été agités, la variation a été raisonnable. Pour notre type de société, c'est tout à fait raisonnable. Et donc, nous espérons continuer à annoncer des résultats aussi satisfaisants qui feront progresser le cours à des valeurs encore plus importantes.